Il y a des instants où la médecine se heurte au silence, où la logique des examens ne s'accorde plus avec la parole du patient. C'est exactement ce que vit Victoire Lazari dans cet épisode de Demain nous appartient, du 20 août 2025. Face à elle, Joyce semble incarner l'image de la victime fragile, revenue de l'enfer d'une séquestration et désormais enceinte, cherchant simplement à se reconstruire. Mais l'apparence, on le sait, est trompeuse. La scène s'ouvre dans l'aile blanche et feutrée de l'hôpital. Victoire, dans son rôle de médecin mais aussi de femme profondément empathique, annonce à Joyce que ses résultats sont normaux. La formule, rassurante pour tout patient, ne provoque pourtant aucune émotion claire chez Joyce. Elle reste sur la défensive, presque distante, et surtout, elle n'a rien dit au médecin de sa grossesse. Un détail en apparence anodin, mais qui allume dans l'esprit de Victoire une première étincelle de méfiance. Soucieuse d'aller plus loin, Victoire propose une échographie de contrôle. Un examen simple, banal, qui ne présente aucun danger. Mais la réaction de Joyce est immédiate. Un refus catégorique. Elle dit se sentir étouffée dans les murs de l'hôpital, affirme qu'elle a besoin de sortir, d'air, de retrouver le monde extérieur. Le bébé va bien, répète-t-elle comme une formule apprise, presque mécanique. Pour Victoire, habituée aux mensonges involontaires des patients, cette opposition radicale est un signal rouge. Elle confie à Fred ses interrogations. Pourquoi une femme soucieuse de la santé de son enfant refuserait-elle un examen aussi anodin? Dans son esprit germe une hypothèse glaçante. Joyce aurait-elle fait une fausse couche dont elle refuse de parler? Ou pire encore, aurait-elle inventé toute cette histoire? La jeune médecin décide alors de prendre les devants. À l'abri des regards, elle commande des analyses complémentaires pour lever toute ambiguïté. Ce geste d'une rigueur professionnelle exemplaire marque aussi un basculement dramatique. Victoire passe de la confiance au doute, de la compassion à la vigilance. Le lendemain, les résultats tout tombent comme une gifle. Aucun marqueur de grossesse, aucun signe biologique ne permet de confirmer l'attente d'un enfant. Le diagnostic est clair, Joyce n'est pas enceinte. Le monde bascule, et avec lui toute la perception qu'avait Victoire et l'entourage de la supposée victime. Dans les couloirs de l'hôpital, Victoire lutte pour retenir son souffle. Elle sait que cette découverte n'est pas un simple détail médical. Elle représente une bombe à retardement qui remet en question la sincérité de Joyce, son récit d'enlèvement, et peut-être l'intégralité de l'enquête en cours. En choisissant de rapporter l'information à Aurore Jacob, la capitaine de police, elle déclenche une nouvelle phase, celle de la suspicion généralisée. Cette révélation ne tombe pas dans le vide. Dans l'esprit d'Aurore, une question prend immédiatement forme. Et si Joyce n'avait jamais été séquestrée? Jusqu'alors impensable, cette hypothèse effrayante devient soudain tangible. Et si toute l'affaire n'était qu'un gigantesque mensonge? Le jeu de dupes orchestré par Joyce prend alors une ampleur dramatique. Là où chacun voyait une victime, la police et le personnel médical commencent à entrevoir un manipulateur froid. Et Victoire, malgré son instinct protecteur, se retrouve désormais en première ligne pour démonter pièce par pièce les contradictions de cette patiente qui n'a plus rien d'innocent. En quelques heures, les certitudes volent en éclats. Les visages s'assombrissent, les regards se croisent avec inquiétude. Le public, lui, est happé par ce renversement narratif magistral. La femme fragile devient suspecte, et la vérité, comme souvent dans Demain nous appartient, se dérobe encore plus vite qu'elle n'apparaît. Le doute s'est installé, et il ne quittera plus la scène. Victoire le sait, ce qu'elle vient de découvrir n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière l'absence de grossesse se cache peut-être une machination d'une ampleur bien plus inquiétante. À 7, les révélations de Victoire tombent comme un couperet dans les bureaux de la police. Aurore Jacob, capitaine déterminée et intuitive, reçoit le rapport médical avec un mélange d'incrédulité et de lucidité. Joyce n'est pas enceinte. Ce constat, simple sur le papier, a pourtant la force d'un séisme. Car il ne s'agit plus seulement d'une contradiction médicale, mais d'une fissure béante dans le récit qu'a livré Joyce depuis le début de l'affaire. Et si elle n'avait jamais été séquestrée? La phrase claque dans l'air brutal. Jusqu'ici, l'équipe entière s'était évertuée à trouver des indices, des traces de captivité, à reconstituer l'itinéraire d'une femme considérée comme une victime. Mais Aurore, pragmatique, sait qu'il faut parfois avoir le courage de regarder l'affaire sous un angle radicalement différent. Et si, depuis le premier jour, tout n'était qu'une construction savamment orchestrée? Pour avancer, Aurore choisit de se tourner vers Ludo, au parloir. L'homme est bouleversé, partagé entre l'amour sincère qu'il dit porter à Joyce et les zones d'ombre qui désormais l'entourent. « Tu la connais vraiment ?» lance Aurore, incisive. La question le déstabilise. Ludo raconte leur rencontre, un soir où sa boutique venait de brûler. Un incendie d'autant plus troublant que l'installation électrique avait été vérifiée et était neuve. Un hasard ? Ou bien un premier épisode d'une série de manipulations soigneusement planifiées par Joyce. Aurore prend note, convaincue que rien n'arrive par accident dans ce genre d'affaires.
Pendant ce temps, Damien est dépêché sur les lieux de la supposée séquestration. La maison où Joyce affirme avoir été retenue captive devait, en théorie, porter les stigmates d'une détention prolongée. Traces de lutte, marques de confinement, indices biologiques. Or, à mesure que l'expert avance dans son inspection, le verdict s'impose, rien n'indique un enfermement de 3 semaines. Pas de matelas usé, pas de chaîne, pas de reste de repas. Ça ne pue pas la séquestration hardcore, lâche-t-il avec un ton amer. Pour lui, tout sonne faux. Le doute devient certitude. Joyce a bâti un récit, mais les murs, eux, ne parlent-lui pas le même langage. Et dans une enquête criminelle, ce sont toujours les murs, les objets, les détails matériels qui finissent par livrer la vérité. C'est alors qu'intervient Roxane, la spécialiste des données numériques, capable de transformer une simple montre connectée en véritable boîte noire. Elle récupère l'appareil de Joyce et plonge dans ses relevés biométriques. Les battements cardiaques, le taux d'oxygénation, le niveau de stress, tout est enregistré. À l'heure supposée de son enlèvement, au moment même où elle disait avoir subi l'angoisse de la captivité, la montre n'indique aucun pic de stress. Pas la moindre accélération cardiaque, pas de variation significative. Le corps, impassible, dément les mots. Pour Aurore, ces données viennent sceller la bascule. Non seulement Joyce n'était pas enceinte, mais son corps n'a jamais réagi comme celui d'une femme en détresse. Le tableau est désormais limpide, il y a de fortes chances que tout ait été une mise en scène. Mais alors, pourquoi ? Dans quel but monter une machination aussi complexe ? Qu'espérait gagner Joyce en se présentant comme une victime ? L'argent ? L'attention ? Une vengeance à l'égard de Ludo ou de son entourage ? Ou bien un projet plus obscur, encore invisible à ce stade ? Les visages se ferment dans le bureau d'Aurore. La capitaine sait que l'affaire dépasse la simple fraude ou le mensonge individuel. Derrière le masque de la victime se cache une femme capable de manipuler son entourage, de berner les médecins et peut-être même de préparer un coup bien plus dangereux. L'impression que tout ceci n'est qu'un prélude s'installe dans l'esprit des enquêteurs. Dans le même temps, Victoire, rongée par un sentiment de culpabilité, confie à Aurore qu'elle aurait dû remarquer plus tôt les incohérences. Mais la capitaine la rassure, ce n'est pas un échec, c'est une avancée. Grâce à elle, l'équipe dispose désormais d'un nouveau prisme d'analyse. Un prisme qui, malheureusement, révèle un horizon inquiétant. Joyce ne joue pas seulement avec la vérité, elle orchestrerait une menace réelle. La série installe alors un climat de tension palpable. Les spectateurs comprennent que le récit officiel n'était qu'un voile destiné à masquer une stratégie plus sombre. Le basculement est total. La compassion se transforme en suspicion et l'intrigue glisse vers un registre de thriller psychologique où chaque détail compte. Au-delà de l'aspect policier, ce retournement interroge le spectateur. Jusqu'où peut aller un être humain pour manipuler son entourage ? Comment déceler la vérité quand tout, dans l'attitude, dans le discours, semble parfaitement cohérent ? C'est tout le talent du personnage de Joyce, avoir su construire une façade assez solide pour tromper à la fois l'institution médicale et l'appareil judiciaire. À ce stade de l'épisode, le suspense est à son comble. Aurore et ses collègues disposent d'indices qui s'accumulent, mais aucune preuve formelle ne permet encore d'arrêter Joyce. Et c'est là que réside toute la difficulté. Agir vite pour éviter un drame, sans pour autant tomber dans le piège d'accusations infondées. Dans l'ombre, Joyce, de son côté, prépare déjà la suite. Si ses mensonges sont en train de se fissurer, elle n'en demeure pas moins une femme déterminée, prête à redoubler d'inventivité pour garder le contrôle de la situation. Au-delà des intrigues criminelles, Demain nous appartient continue de livrer ces parenthèses de plus intimes, où la vie sentimentale des jeunes personnages vient contrebalancer le climat d'angoisse instauré par Joyce. Dans cet épisode 2013, c'est au tour de Judith Delcourt, Kevin et Benny que se dessine une trame secondaire à la fois légère, touchante et révélatrice des fragilités de chacun. Tout commence par un mystère apparemment innocent, un paréo déposé devant la porte de Judith. Le geste discret et poétique sème le trouble. Pour la jeune femme, il ne peut s'agir que d'un admirateur secret. Ses premiers soupçons se tournent vers Jordan, toujours proche d'elle. Mais celui-ci nie fermement, surpris qu'on puisse l'imaginer capable d'un tel geste romantique. L'affaire prend une autre tournure quand Benny révèle la vérité. C'est Kevin qui a acheté le paréo. Judith, mi-amusée, mi-embarrassée, remercie Kevin pour l'attention. Mais consciente de la sensibilité du garçon et de l'ambiguïté que cela peut entretenir, elle met un point d'honneur à clarifier la situation. Il ne faut pas que ce cadeau devienne un malentendu. Elle n'a pas l'intention de lui donner de faux espoirs. Pour Kevin, c'est un moment de vérité. Lui qui a souvent joué le rôle de clown ou de mauvais garçon, ose franchir une étape en dévoilant ses sentiments. Dans un rare élan de sincérité, il demande à Judith « Si j'avais eu quelques années de plus, est-ce que j'aurais eu une chance avec toi ?» La question, posée à la fois avec candeur et gravité, suspend le temps. Judith, touchée mais soucieuse de ne pas alimenter une flamme impossible, coupe court.
Elle l'embrasse sur la joue, geste tendre mais définitif, rappelant la frontière infranchissable qui les sépare. La scène, d'une intensité inattendue, illustre la difficulté des jeunes à exprimer leurs désirs dans un monde où les barrières d'âge, de contexte et d'amitié pèsent lourd. Kevin, dans sa maladresse, incarne la sincérité brute. Judith, en revanche, doit jongler entre compassion et fermeté pour ne pas blesser tout en affirmant son refus. Mais le triangle ne s'arrête pas là. En arrière-plan, Benny se trouve lui aussi entraîné dans ce jeu de regards et de non-dits. À travers quelques répliques, il laisse entendre que lui aussi est attiré par Judith. Toutefois, contrairement à Kevin, il se refuse à franchir la ligne. « Je ne me vois pas draguer la fille d'une amie, Chloé », confie-t-il, conscient du respect qu'il doit à la famille Delcourt. Sa position, à la fois honorable et frustrante, le condamne à rester spectateur d'un théâtre sentimental qui le touche pourtant de près. Le moment le plus marquant survient quand Kevin, plein d'autodérision, s'imagine lui-même dans les pensées de Benny, rêvant de Judith sur une chanson de Julien Doré. Ce passage, à la fois drôle et émouvant, traduit bien le tempérament de Kevin. Il oscille sans cesse entre la légèreté et une profonde envie de reconnaissance. Soucieux de se racheter une image, Kevin annonce sa mue. Il promet de devenir désormais Kevin Premium, une version améliorée de lui-même, débarrassée de ses bêtises habituelles. Quand Benny lui demande comment il a pu financer le paréo, Kevin répond sans détour. Avec l'argent gagné au mât, preuve que derrière ses maladresses, il tente réellement de faire des efforts, de se montrer responsable, de grandir. Ce triangle amoureux illustre parfaitement l'art de Demain nous appartient. Inséré au cœur de récits policiers ou tragiques, des bulles d'émotions plus légères, mais pas moins importantes. Car ces interactions dessinent l'avenir de personnages que les téléspectateurs ont vu évoluer depuis des années. Kevin n'est plus seulement le jeune turbulent d'autrefois. Il cherche à se transformer, quitte à se brûler les ailes. Judith, toujours au centre des attentions, doit apprendre à gérer ce rôle sans écraser ceux qui l'entourent. Quant à Benny, il incarne l'amoureux silencieux, celui qui se contente de regarder de loin en attendant peut-être son heure. Cette intrigue parallèle, presque douce amère, offre une respiration dans l'épisode. Elle rappelle que, malgré les drames et les manipulations, la vie continue de battre à travers les cœurs des personnages. Et dans une série où chaque instant peut basculer, ces instants intimes prennent une valeur encore plus grande. La question reste entière. Kevin saura-t-il tenir sa promesse de devenir un premium ? Judith sera-t-elle capable de préserver l'équilibre fragile entre amitié et attirance ? Et Benny, combien de temps pourra-t-il rester dans l'ombre sans exprimer ce qu'il ressent vraiment ? Dans l'attente de réponse, cette parenthèse sentimentale prépare le terrain pour les grands bouleversements à venir. Car si les cœurs battent à 7, l'ombre de Joyce, elle, continue de s'étendre. Dans Demain nous appartient, il n'y a pas que les intrigues policières ou amoureuses qui bouleversent les spectateurs. Il y a aussi ces moments profondément humains, où un personnage affronte ses fantômes intimes pour renaître. Dans l'épisode 2013, c'est Marianne Delcourt, incarnée par l'inoubliable Luce Mouchel, qui occupe cette place centrale. À travers l'histoire d'une maison, elle touche au cœur de son deuil, de ses contradictions et de sa soif de recommencer. L'affaire commence comme un banal différend immobilier. Raphaël et Marianne s'opposent sur l'acquisition d'une maison, chacune la convoitant, chacune convaincue que ce lieu est celui qui lui correspond. Le ton monte, les rancunes s'installent. Dans une ambiance familiale déjà tendue par d'autres conflits, cette querelle pourrait paraître secondaire. Mais très vite, elle révèle une profondeur insoupçonnée. C'est Martin qui, le premier, tente de calmer le jeu. Fatigué d'entendre les plaintes de Raphaël, il lui conseille de chercher ailleurs, de ne pas s'accrocher à une bataille qui risque de la brouiller durablement avec Chloé. Pragmatique, il préfère désamorcer les tensions. « Je peux gérer les truands, mais pas Marianne », lâche-t-il, amusé mais sérieux. Cette phrase, à la fois drôle et lourde de sens, résume la force de caractère d'une femme que personne ne veut vraiment avoir comme ennemie. Judith, témoin des échanges, analyse la situation avec franchise. Selon elle, Marianne fait un caprice. Mais dans la confidence, elle reconnaît que la compétition a peut-être joué un rôle dans cette obstination. Comme souvent, les affaires de cœur et de famille se mêlent à l'orgueil et à ce besoin de prouver que l'on a raison. La rencontre décisive se joue au Spoon, lieu emblématique où les vérités finissent toujours par éclater. Chloé avait prévenu Raphaël que Marianne l'y attendrait. Fidèle à sa réputation, Martin préfère quitter les lieux, sentant que le face-à-face ne sera pas de tout repos. Et il avait raison. Lorsque Marianne se livre, la vérité bouleverse l'atmosphère. Elle confie à Raphaël qu'en visitant cette maison, elle a eu pour la première fois le sentiment de pouvoir tourner la page de Renaud, son grand amour disparu. Ce n'était pas une simple demeure à ses yeux, mais un refuge, une promesse de recommencement. Là, entre ces murs, elle s'est dit qu'elle pouvait enfin s'autoriser à vivre à nouveau, sans trahir la mémoire de celui qu'elle a aimé. Ces mots sont d'une sincérité désarmante, teintée de larmes retenues. Raphaël, ému,
comprend alors qu'il ne s'agit pas seulement d'une bataille d'ego ou d'une lubie passagère. C'est un combat intime pour la survie émotionnelle de Marianne. Elle prend une décision généreuse, elle lui laisse la maison, non par dépit, mais par réelle empathie. Le geste est beau, il témoigne de ce que demain nous appartient, parvient souvent à montrer avec justesse. Derrière les conflits apparents, il y a toujours une vérité humaine et parfois l'amour ou la compassion prennent le pas sur les rivalités. Lorsque Marianne s'installe, la caméra s'attarde sur des gestes symboliques. Elle sort un cadre de Renault qu'elle accroche au mur. L'image dit tout, elle n'efface pas son passé, elle ne renie pas l'homme qu'elle a perdu, mais elle l'intègre à ce nouveau chapitre. La maison devient un pont entre mémoire et avenir. Et comme si la vie voulait lui donner un signe, Marianne découvre qu'Alain est l'un de ses nouveaux voisins. Le hasard met sur sa route cet homme souriant, prêt à l'aider à porter des cartons. Un détail, certes, mais qui introduit subtilement l'idée d'un futur possible. Un voisinage qui pourrait devenir amitié, voire davantage. Après tout, DNA ne cesse de rappeler que les portes fermées un jour s'ouvrent le lendemain, souvent de la manière la plus inattendue. Cette intrigue, apparemment secondaire, revêt une importance capitale dans l'équilibre de l'épisode. Elle offre une respiration émotive, mais surtout un message fort, la résilience. Marianne illustre à merveille ce chemin complexe entre douleur et reconstruction. Ses larmes au spoon, son sourire devant Alain, ses mains posant le cadre de Renault, tout concourt à dessiner le portrait d'une femme qui choisit enfin de s'autoriser à vivre malgré les blessures. Le public, attaché à ce personnage depuis des années, perçoit cette évolution comme une victoire. Marianne, longtemps perçue comme dure, intransigeante, montre ici une facette plus vulnérable, presque enfantine dans son besoin d'un nouveau nid. Et c'est précisément dans cette vulnérabilité que réside sa force. Ainsi, l'histoire de cette maison n'est pas qu'un simple décor narratif. Elle devient une métaphore de la vie même. Parfois, il faut changer de mur pour se reconstruire. Parfois, il faut accepter de poser ses valises ailleurs pour accepter que l'on peut encore être heureux. Alors que la vie suit son cours à 7 entre confidences médicales, disputes immobilières et désirs contrariés, l'intrigue centrale se resserre inexorablement autour de Joyce. Depuis la révélation de Victoire et les doutes confirmés par Aurore, Damien et Roxane, une certitude s'installe, la jeune femme ne dit pas la vérité. Mais si ces mensonges sur la grossesse et la séquestration sont désormais établis, reste une question plus angoissante, jusqu'où est-elle prête à aller? C'est sur la plage que se joue la bascule. À première vue, rien n'indique le danger. Le sable, la mer, les rires des vacanciers. Pourtant, au milieu de cette carte postale estivale, Joyce se tient à l'écart, les yeux rivés sur le stand de parachute ascensionnel. Elle engage la conversation avec Francis, un moniteur sympathique qui lui détaille le fonctionnement du matériel, les horaires de fermeture et les protocoles de sécurité. Ses questions paraissent innocentes, mais son regard trahit autre chose, une froide concentration. Joyce n'est pas là pour rêver d'aventure, elle prépare un plan. Ses hésitations et ses notes mentales, tout laisse deviner qu'elle cherche une faille dans le dispositif, un moment où elle pourra intervenir. À ce stade, le spectateur comprend que le piège est en train de se refermer, sans savoir encore sous quelle forme. En parallèle, Jordan et Violette, insouciants, évoquent justement leur envie de tenter l'expérience le lendemain. Ils rient, s'imaginent déjà dans les airs, profitant de cette liberté offerte par le ciel. L'ironie dramatique est totale. Tandis qu'ils s'enthousiasment, le public sait déjà que ce projet les place au cœur d'un danger mortel. La mise en scène accentue le contraste. La caméra alterne entre les visages rayonnants des adolescents et l'attitude calculatrice de Joyce. Deux mondes s'apprêtent à se croiser, deux destins liés par un fil invisible que la manipulation de Joyce risque de briser. Le moment le plus glaçant survient après son départ du stand. Isolée sur un chemin désert, Joyce sort de son sac un objet désormais familier aux téléspectateurs, la poupée en laine qu'elle ne quitte jamais. Mais cette fois, le geste n'est pas tendre. Dans un mouvement brutal, elle arrache la tête de la poupée. Le symbole est clair, presque rituel, elle se prépare à commettre l'irréparable. Cette poupée, exutoire de ses pulsions, devient l'annonciatrice d'une tragédie imminente. Pendant ce temps, à la police, Aurore tente de relier les pièces du puzzle. Elle sait que Joyce ment, mais elle ignore encore ce qu'elle prépare. Sans preuve tangible, impossible d'agir officiellement. La frustration est immense. Chaque minute qui passe rapproche Joyce de son objectif. L'équipe le pressent, mais reste paralysée par l'absence d'éléments concrets. Ce suspense, savamment entretenu, constitue l'ADN de la série. Les spectateurs, plongés dans l'attente, voient le danger grossir sans pouvoir l'arrêter. La menace plane, invisible mais certaine. Le simple mot « parachute » devient chargé d'angoisse, transformant une activité ludique en potentiel piège mortel. À travers Joyce, la série met en lumière une figure de manipulatrice redoutable, capable de berner tout son entourage et de préparer une attaque sous couvert d'innocence.
Là où d'autres antagonistes de DNA agissaient par vengeance ou par colère, Joyce incarne une forme de froideur clinique, un calcul machiavélique qui glace le sang. Le cliffhanger final est d'une efficacité implacable. Joyce s'éloigne de la plage, la poupée décapitée à la main, un rictus imperceptible sur le visage. Derrière elle, le soleil se couche sur Seth, baignant la mer d'une lumière rougeâtre. Tout est prêt pour son dernier coup. Le spectateur, quant à lui, reste suspendu à une question. Jordan et Violette seront-ils ses victimes? En choisissant de conclure l'épisode sur cette tension extrême, les scénaristes offrent un final haletant. Chaque intrigue secondaire, la maison de Marianne, les aveux de Kevin, les découvertes de Roxanne, trouve son écho dans ce moment. Tout converge vers Joyce, qui devient l'axe autour duquel le récit entier gravite. Mais plus encore, cette fin pose des interrogations morales. Qu'est-ce qui pousse une femme à inventer une grossesse, à simuler une séquestration et à manipuler jusqu'aux forces de l'ordre? Est-ce une soif de reconnaissance, un désir de vengeance, ou bien une folie plus profonde? Les réponses viendront, mais pas encore, car dans Demain nous appartient, la vérité se dévoile toujours au compte-gouttes, entretenant la tension épisode après épisode. L'épisode 2013 se clôt donc sur une note d'inquiétude. Le public sait que le danger est imminent, que la prochaine étape de Joyce pourrait coûter des vies. Le rendez-vous est pris, le lendemain, Jordan et Violette s'apprêtent de la sauter en parachute. Le spectateur, lui, sait déjà qu'il ne s'agira pas d'une simple aventure, mais d'un moment où tout peut basculer. Merci d'avoir lu notre analyse détaillée de cet épisode. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Que pensez-vous du plan de Joyce? Marianne a-t-elle eu raison de prendre la maison? Kevin doit-il insister auprès de Judith? Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains résumés et retrouvez-nous dès demain pour découvrir la suite des aventures à 7.